Bonjour, cette vidéo, un peu différente de d'habitude, a surtout comme objet de présenter ma collaboration ou la collaboration de Patrick avec moi pour ce qui est de la taille des pierres et de la fabrication de bijouterie-joaillerie. Donc Patrick Dubuc, lapidaire, va présenter de plus en plus de pierres dans les vitrines ici sur la côte de la Fabrique. Et on a préparé dans les vitrines 11, 12, 13, 33 emplacements pour identifier et montrer des pierres de Patrick qui pourraient être vendues telles quelles, avec un prix, on aura une liste de prix disponible aux clients. Et ensuite, j'essaierai de prendre un maximum de temps pour monter ces pierres en pendentif, en boucle d'oreille et en bague. Donc aujourd'hui, on vous présente justement toutes ces pierres. Donc Patrick, tu peux peut-être te présenter ou raconter un peu depuis combien de temps tu fais ce genre de métier merveilleux. Ben dans le fond, j'ai commencé à travailler, ça fait environ une douzaine d'années, simplement par hasard comme ça. Donc c'était en amateur comme au ça, début. en amateur carrément. Mais c'est vite devenu une passion assez importante, là, fait que je me suis mis à travailler davantage. Là. Et par la suite, je voulais savoir un peu si je taillais bien ou si je taillais pas bien. Je suis allé voir Michel, il m'a dit ça va bien. Et j'ai participé à des concours pour voir un peu où je me plaçais et tout. Fait que ça a été un peu le chemin. Et non, ça m'a amené à toutes sortes d'expériences, toutes sortes de projets. Ça a été bien intéressant. Donc, entre autres, un concours, on fait un concours qui est aux États-Unis d'une association importante, là, USFG, que moi je ne connaissais pas à l'époque. Et donc tu as passé le pré-master, master et grand master que tu as remporté. Exactement. Et grand master est un titre vraiment très rare parce que c'est un concours qui est ouvert à toute la planète. C'est pas seulement américain ou Amérique du Nord, c'est toute la planète. Donc c'est un titre assez impressionnant. Et puis après, je sais pas, tu peux peut-être nous raconter ton aventure des pierres, des diamants de Tavernier. En 2015, dans le fond, le Grand Master. Puis c'est un projet que j'ai eu en collaboration, dans le fond, avec l'école Van Cleef et Arpels et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc c'était la reproduction des plus beaux diamants de Tavernier. Donc cette planche qui est connue, qui est très classique au niveau des diamants anciens. Donc, ce sont tous des diamants qui provenaient d'Inde, qui ont été rapportés par Tavernier à cette époque-là. J'avais juste ce dessin-là et il fallait que je reproduise ces 17 diamants-là. Donc, il fallait que je fasse des modèles en 3 dimensions. Donc, entre parenthèses, tous ces diamants ont été volés, sauf le diamant bleu qui a été retrouvé. Ils ont été retaillés possiblement, tu sais, parce que bon, pour l'époque, pour Louis XIV ou cette époque-là, c'était pas nécessairement des tailles qu'ils trouvaient optimales ou quoi que ce soit. Fait que ça a été retaillé. Ce qui est certain, c'est que toutes ces pierres, depuis la Révolution, ont été volées et n'ont jamais été retrouvées. Sauf le diamant bleu qui a été retaillé et qui, via Ray Winston, s'est retrouvé au Smithsonian Institute à Washington. Qui est le Hope, dans le fond. Qui est le Hope, qui est connu de... Fait que ça, c'est l'ancêtre du diamant bleu. Ben, c'est ça. C'est le Tavernier bleu. Quand il est arrivé. Là, il est devenu le diamant bleu et par la suite, il a été retaillé en Hope, qui se retrouve à la Smithsonian. Donc, ça a été tout un projet déjà de reproduire Donc, tu en as fait 2 séries. Oui, 2 séries. Donc, une série qui était présentée chez Van Cleef, qui est en exposition permanente, ceux qui veulent aller la voir. À Paris. Oui, à Paris. Et l'autre étant en exposition temporaire au Muséum d'histoire naturelle, avec une réplique du diamant bleu aussi que j'avais fait, là, qui a été teinté à New York. Donc, on voit ici le résultat de ton travail, qui a été fait 2 fois. Oui, 2 fois. Oui, c'était tout le défi, c'était de le faire 2 fois. Parce qu'il faut qu'il soit assez identique 2 fois, disons. En fait, connaissant la densité du diamant, tu avais toutes les facettes dans les 3 directions de notre monde, ce qui te permettait, par ordinateur, d'arriver à reconstituer le volume exact pour, avec l'oxyde de zirconium, avoir des pierres qui sont des répliques les plus proches possibles des diamants qui ont disparu. Oui, totalement. Puis on a fait, d'une certaine façon, l'hypothèse scientifique que le dessin était parfaitement à l'échelle. Donc ça, c'est un détail particulier, là. Mais cette planche-là a été dessinée par, le nom m'échappe, Boss. Et on voit que il y a une similarité, dans le fond. Il y a une échelle qui a été faite. L'échelle est respectée pour ce qui est des proportions de l'une à l'autre. Exactement. Et c'est ce qui permettait... c'est Boss, c'est ça? Abraham Boss.
Et finalement, ben, c'est ça. À partir de là, je pouvais construire le volume en 3 dimensions, parce que je suis juste en 2 dimensions là-dedans. Oui, mais il y avait assez d'informations pour générer un volume sur ordinateur et ensuite tailler le tout à la main. Oui, mais là, après, c'est à la main, puis c'est ça. Okay. Je crois qu'il y a une photo aussi, on peut voir le coffret, le café Van Cleef. Donc ça, c'est les pierres une fois. Et le coffret qui est en cuir. Ça c'est le coffret de transport pour pouvoir aller dans différentes expositions. Pouvoir, les présenter un peu partout. Et ça, c'était des photos qui étaient à ton atelier, je Oui, pense. carrément. Ça, c'est à la maison. C'est toutes mes photos. C'est moi qui les ai prises, carrément. Là. Donc, une histoire fantastique. Ah oui, parfaitement. Ça, c'était une belle aventure. Donc, maintenant, je pense qu'on va vous montrer les pierres le plus près possible, en gros plan, qui vont être filmées de tout près. Donc, on va se mettre de l'autre côté de l'écran. Oui, on peut montrer ici peut-être en gros plan les vitrines 11, 12, 13. Donc, c'est ici, dans ces vitrines, où l'on va présenter les pierres de Patrick avec l'identification de la pierre, son poids en carat et les dimensions, et avec une liste de prix qu'on pourra présenter aux clients pour éventuellement savoir, connaître le prix quand même. C'est une liste toute simple. Donc ici, c'est la vitrine numéro 12. Donc il y aura de plus en plus de pierres. Là, j'en ai enlevé quelques-unes des bijoux qu'on va vous montrer après, pour montrer en gros plan la qualité du travail. Parce que le travail qu'on fait ici, à Zimmermann, Québec, 46 Côte de la Fabrique, c'est toujours un travail sans aucune concession au point de vue technique, sans concession pour les métaux ni pour les pierres. Donc des pierres de très haute qualité, jamais de synthétique, jamais de verreterie de tout genre, uniquement des pierres de très haute qualité. Et ici, la vitrine 13, où là aussi, donc à chaque vitrine, il y a 13 emplacements de pierres. Ici, il y a 2 appairages pour des boucles d'oreilles. Donc ce genre de pierres, au fur et à mesure qu'elles vont être montées ou vendues, il y en aura de nouvelles qui vont remplacer. Donc tous ceux qui voudront acheter ou voir les pierres de Patrick pourront venir ici à la boutique et puis prendre contact directement avec Patrick pour prendre des commandes de pierres de formes, de couleurs différentes. Parce que vraiment, la collaboration avec Patrick et moi-même, c'est une collaboration en amitié, en facilité, en simplicité. On ne va pas se casser la tête à, disons, se contredire. L'objectif, c'est que dans cette boutique, comme artisan, lui et moi, on se sent totalement libre de faire toujours des merveilles sans concession. Ça, j'y tiens. Totalement. Même l'année passée, c'est la même chose. Oui. Donc voilà, maintenant, on passe aux pierres en gros plan. Donc je vais les tenir avec Bruxelles de manière à ce qu'elles puissent être filmées, que Patrick puisse raconter des choses sur ces pierres. Dans le fond, juste pour montrer quelques pierres, dès le début, quand j'ai commencé à tailler, je me suis dit, mais quelle merveille de pouvoir créer, non pas de juste répliquer ce qui existe là, en tant que tel. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. En bout de ligne, c'est sûr que je vais m'inspirer de ce qui existe, mais je vais les modifier puis je vais adapter. Donc celle-là ici, c'est une Héliodore, puis c'est dans le fond inspiré du modèle du Florentin, qui est un diamant célèbre. Il y a même un film là-dessus, ceux qui l'ont vu. Et c'est ça fait toutes sortes de facettes, c'est vraiment incroyable comme pierre. Bon, c'est peut-être pas classique à l'américaine. Pour moi, c'est plus important de voir la pierre, puis en bout de ligne, dans le fond, d'apprécier toute la couleur de la pierre, pas juste du reflet et tout. Là. Je pense qu'on peut remarquer à la caméra la qualité du polissage et la qualité de la position des facettes. Il n'y a rien qui est fait à toute vitesse, c'est une très très haute qualité. Et c'est justement à cause de cette très haute qualité que je suis heureux de travailler avec Patrick. Autrement, c'est certain que cette collaboration ne se ferait pas. Et entre parenthèses, un Héliodore, c'est un béryl jaune, donc la même famille que l'aigle marine et l'émeraude. Oui. Donc, c'est ça. C'est sans concession. J'aime autant prendre une demi-heure, 1 heure de plus s'il faut parfois pour arriver à faire une pierre. Des fois, c'est plus que ça. C'est ici une autre petite merveille. Fait qu'une aigle marine, basée un peu comme sur le diamant bleu, donc la forme est très différente. Mais l'idée, c'est qu'il y a une fleur à 7 pétales qui est dans le fond. Qui est au-dessous, comme ça ici. Exactement. Fait qu'on va la voir on la voit de toutes les façons. Là. Fait que c'est une belle petite... petite grande pierre quand même. C'est le genre de pierre que j'ai hâte de monter, parce que pour sûr, je ferai un bijou avec grande précision. Quoi.
Parce que c'est impressionnant d'avoir la chance, comme joaillier, de monter des pierres que l'on sait parfaites. Ah, puis c'est tellement plaisant à tailler. Puis c'est ce qui est étonnant. De temps en temps, on est obligé d'avoir un peu plus de pertes. Il faut aller enlever une petite craque ou enlever des choses. Mais bon, le résultat à la fin donne quelque chose Ça, c'est une pierre que tu as déjà taillée depuis plusieurs années. Oui, que je tarde à monter parce que ça va être assez imposant, mais je vais le faire avec plaisir. Donc, j'hésite encore à savoir si, une fois monté, je vais rajouter ou non des diamants. Parce que toutes ces pierres, je peux les monter très simplement, mais je vais avoir tendance à essayer de rajouter un peu de diamant, soit sur la bélière ou une pierre dans un diamant dans le haut, un certiclo, quelque chose du genre, de manière à enrichir encore plus la brillance de la pierre. Si c'est un quartz lemon ou citron, donc une belle poire avec bourrée de facettes. Et encore là, toutes les facettes avec des points de jonction parfaits. On passe à la suivante ici. Oui, ça c'est un défi que je m'étais donné d'arriver à faire une croix occitane dans le fond de la pierre. En dessous. Ouais. Là ici, elle est dépolie, donc parfois c'est une technique qu'on va utiliser, on va dépolir certaines facettes pour faire apparaître des motifs. Et celle-ci. Ça, c'est sûr que ça arriverait. C'est vraiment particulier parce qu'on voit apparaître vraiment la croix occitane. Donc, ça donne Bref, toujours énormément de précision. Polissage absolument parfait, zéro compromis. Non, zéro. Ouais. Ici, rapidement, une petite pierre. Moi, je l'adore parce qu'elle est intense en couleur. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un béryl jaune. Un héliodore. Et c'est petit, mais les facettes sont fascinantes de précision. Ouais, ça brille bien. Ah, la brillance est merveilleuse. Donc, bien sûr, dans ces pierres, il y a des pierres qui seront, on peut dire, relativement chères, mais certaines sont vraiment abordables si on considère la qualité du travail et la qualité de la matière première. Donc, tous ceux qui auront envie, vous passez sur le cours de la fabrique, vous venez voir. Et s'il y a un format ou une couleur qui vous intéresse, qui n'est pas en boutique, en contact avec Patrick, vous aurez moyen de commander. Tout se fait dans le fond. Hein? Fait que, ça ici, on a une morganite. En vrai, à la base, je voulais une pointe qui descende et c'était supposé ressembler à l'hortensia, donc avec une fleur, une pétale à 6 pétales. Et il y avait une impureté, une craque, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais bon, je l'ai fait symétrique en cours de travail, j'ai changé le modèle. Donc ça donne ça, donc ça donne très joli et très. C'est bourré de charme au point de couleur. Ouais, la couleur. Pas commun, ça suppose que le joaillier doit prendre du temps pour ajuster. Oui, c'est ça. Parce que, évidemment, une pierre ronde, c'est plus facile à monter, mais dès qu'une pierre a des formes, il faut passer un peu plus de temps pour faire la ceinture. Donc là, une kunzite ici pour montrer, Une kunzite, c'est une pierre qu'on voit très souvent très grosse et très ovale. Ça veut dire que la plupart des lapidaires cherchent à économiser la matière pour vendre un maximum de poids. Mais là, c'est pas le cas. L'objectif, c'est une pierre ronde. Tant pis pour la perte, mais la qualité est exceptionnelle. La suivante, très particulière, c'est des pierres qui, moi, me plaisent énormément parce que j'aime bien imaginer un pendentif qui puisse être pas trop en épaisseur, mais en grande surface, un peu comme un médaillon. Et ça, c'est le genre de pierre que Patrick saura inventer en quantité infinie. Et moi, avoir le plaisir de monter en pendentif et éventuellement en bague pour faire des bijoux, mais totalement hors norme. Le genre de bijouterie que finalement, on ne voit à peu près nulle part. Fait qu'on voit que c'est une rose, en fin de compte, avec un grand plan dessous. Donc, c'est basé sur le Spoonmaker, le diamant Spoonmaker, qui est en exposition en Turquie. C'est très joli, hein, donc c'est plein de triangles. On voit quand on pose la pierre ça, sur la surface, on voit tout ce damier là, très particulier qui donne des rencontres d'axes de brillance. C'est absolument super. Des hexagones, les triangles font des hexagones. Ici, la dernière du lot. Donc ça fait encore là quand même un bon bout de temps que je l'ai fait. Donc c'est une citrine de Madère. Et c'est basé sur, dans le fond, un coussin français classique d'âge baroque. Puis on voit une croix à l'intérieur qui est quand même très, très jolie. Là. Bon, c'est une taille pour diamant, mais en le faisant en quartz, ça a donné quelque chose de super intéressant. En fait, ce qui est particulier, excuse-moi. Oui, vas-y. Ce qui est particulier, dans ce modèle-là, il n'y a pas de feuilletis à certains endroits. Donc, c'est vraiment
C'est d'arriver à faire quelque chose de symétrique et parfaitement... la construction soit parfaite, c'est plus difficile. Ça sera peut-être pas évident à sortir non plus. Là, mais, non, mais à sortir, je m'en sortirai, c'est certain. Ça fait une Je m'en pierre sortirai exceptionnelle. un petit peu de ça. Donc voilà pour des pierres en gros plan. Là, je vais vous montrer... Ton travail, Michel, ton travail. Mon travail, qui est le travail de joaillier, finalement, c'est d'être extrêmement discret par rapport aux pierres. Les pierres doivent être absolument vedettes en joaillerie. Donc, dans les pendentifs, bien sûr, on peut mettre plein de choses autour, des motifs, des diamants ou autres, mais j'aime bien monter les pierres simplement. J'en montrerai des plus compliqués un jour, mais pour l'instant, donc je vous montre par exemple, ça c'est toujours une améthyste taillée par Patrick. Le dessus est cabochon et le dessous fasté. Et c'est une pierre qui n'est pas très épaisse. Je l'ai montée en argent et j'ai pris le temps de faire un battage ajouré qui est fait patiemment avec des griffes qui interviennent de manière régulière. Et avec un sertissage, je me fais toujours un honneur de positionner les griffes parfaitement à la bonne distance, la bonne profondeur, de sorte à ce qu'une fois rabattues, elles soient toutes identiques. Ni de travers, ni tordu, ni quoi que ce soit. Le sertissage en joaillerie, ça révèle beaucoup de choses sur la compétence d'un artisan. Et celle-ci, qui est une morganite, je ne me trompe pas. Oui, une morganite. Une morganite assez imposante, bourrée de facettes, d'une brillance exceptionnelle, que j'ai montée avec un chaton qui est ajouré avec 5 motifs de forme lotus qui sont tout autour et qui ont été découpés entièrement à la main, sans aucun moulage bien sûr, et puis de manière à ce que ce soit extrêmement précis. Donc en fait, vous voyez par exemple ici, lorsque j'explique sur mes différentes vidéos les sertissages avec des griffes, pour moi une griffe, une fois qu'on quitte le niveau du feuilletis, ça doit être une ligne droite jusque dans le bas du pendentif ou même le bas d'un chaton pour une bague. Je n'aime pas les griffes tordues, je n'aime pas les griffes qui s'arrêtent dans le vide, j'aime que les griffes respectent tous ces principes de joaillerie. Donc c'est un bijou d'un certain prix, mais je peux vous assurer que la personne qui partira un jour avec ça, comme cadeau ou comme achat, sera heureuse de porter une pièce de cette qualité. Ici, un grenat. Les grenats sont des pierres qui ne sont pas assez valorisées, je trouve, en joaillerie, parce que si taillées à la perfection, comme fait Patrick, on peut arriver à des bijoux exceptionnels. Et là aussi, je me plais à faire un chaton qui soit ajouré et qui soit en tout respectueux de ce que doit être un chaton, de manière à ce que, une fois en pendentif, il soit stable, qu'il ne penche pas à droite à gauche trop facilement. Donc ça aussi, les proportions d'un chaton, la fabrication d'un chaton en joaillerie doit respecter l'objectif soit pendentif, soit boucle d'oreille, bague, collier, bracelet. Donc un chaton n'est jamais fabriqué exactement de la même manière, suivant le type de bijou que l'on a en tête. La dernière pierre ici, qui est c'est une topaze, avec peut-être une petite nuance de couleur, mais blanche. Et là aussi, j'ai pris le temps de faire ce qu'on appelle un battage un peu picot. Donc, il y a une toute petite partie ajourée. Même si la pierre n'est pas très haute, je trouve que ce genre de détail est vraiment très agréable. Parce que la personne qui part avec un bijou comme ça, qui possède un bijou du genre, pourra l'offrir en héritage avec la certitude d'offrir quelque chose qui est un travail hors norme et, entre parenthèses, totalement fabriqué à Québec, c'est-à-dire moitié pour les pierres par Patrick et moitié par moi-même à Québec, sur la côte de la fabrique. Voilà, donc en gros, c'est tout ce qu'on avait un peu à vous raconter pour aujourd'hui. Donc avec Patrick, on va se débrouiller pour vivre très longtemps, pendant 10, 15, 20 ans, faire des merveilles avec grand plaisir. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Il y aura d'autres vidéos, ça c'est certain. Et puis, à la prochaine.